Chez nous, on parle de tout. Mais le numérique, c'est parfois un vrai casse-tête. Entre les réseaux sociaux, les jeux en ligne, l'achat du premier téléphone, pas toujours évident de bien comprendre les risques, enjeux et opportunités que peut apporter le numérique, ni de savoir comment poser les bonnes règles communes à toute la famille. C'est justement pour ça que Bouygues Télécom a lancé le programme Reconnecter, une série de vidéos YouTube animée par une psychologue pour des familles comme les nôtres, pour parler cyberharcèlement, cybersécurité, gaming, vie privée numérique ou achat du premier smartphone, sans tabou et avec bienveillance. C'est ludique, super utile et ça permet d'ouvrir facilement le dialogue à la maison avec tous les enfants de la famille. Parce qu'on se sent parfois dépassé et qu'on a tous besoin de repères pour accompagner nos enfants dans le monde numérique. Alors si vous êtes parents, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Bouygues Télécom pour découvrir le programme Reconnecter et vous saisir de conseils concrets et adaptés pour que le sujet du numérique ne soit plus un sujet d'embrouille à la maison. Allez, maintenant, place à l'épisode. This episode is brought to you by State Farm. Knowing you could be saving money for the things you really want is a great feeling. Talk to a State Farm agent today to learn how you can choose to bundle and save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. Member Week is here at Lowe's. Don't miss your chance to get up to 40% off hundreds of items like paint, outdoor and home essentials, and more. Shop our exclusive deals happening in-store and online now through May 14th. Not a rewards member? Join for free today and get ready to save more. Lowe's, we help, you save. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/terms. Subject to change. Bonjour, je suis Élise et vous êtes sur The Cool Step Family, le podcast qui donne enfin la parole aux familles recomposées. Aujourd'hui, en France, un enfant sur 10 vit en famille recomposée. Cela représente 1,5 million d'enfants et ce chiffre est en constante augmentation. Les familles recomposées sont donc une part entière et non négligeable de notre société. Pourtant, elles en sont globalement ignorées car bien trop peu ou mal représentées. Nous avons tous en tête les stéréotypes sur la famille recomposée, de Cendrillon, harcelée par sa terrible belle-mère et ses méchantes demi-sœurs, à Blanche-Neige, dont la belle-mère est une sorcière, si jalouse de sa belle-fille qu'elle souhaite la tuer. Les beaux-pères, eux, sont bien souvent absents. En réalité, et je m'en suis particulièrement rendu compte au moment de mon propre divorce, il n'existe pas, ou peu, de représentation positive de la belle parentalité. Sur The Cool Step Family, vous entendrez des belles-mères, des beaux-pères, mais aussi des beaux enfants. Ils vous raconteront leur quotidien de famille recomposée, sans filtre et pour de vrai. Ils vous confieront leur histoire, vous transmettront leur expérience, vous raconteront leurs anecdotes et vous diront tout sur les défis, mais aussi sur la richesse que peut offrir la vie en famille recomposée. Parce qu'heureusement, dans la vraie vie, il est évidemment possible de s'épanouir dans sa nouvelle tribu et de réussir le challenge de la famille recomposée. Et en vérité, ça peut même être super cool. Alors, bienvenue dans l'univers exceptionnel des familles recomposées, bienvenue sur The Cool Step Family. Et parfois, la recomposition tourne au cauchemar. Et parce qu'en France, 213 000 femmes sont victimes de violences physiques de la part de leur conjoint ou ex-conjoint chaque année, cette histoire aurait aussi pu être la nôtre. Pour Manon, qui avait divorcé du papa de sa fille en très bonne entente, l'histoire commence comme un rêve. Après son divorce, elle rencontre cet homme intelligent, brillant, génial avec sa fille. Il est papa d'une petite fille lui aussi, tout semble parfait. Le confinement arrive, ils s'installent ensemble. Ils se marient et font un bébé. Mais la violence s'est installée, petit à petit. De manière insidieuse, la toile se tisse jusqu'à l'emprise. Peut-être plus forte encore quand on est déjà parti une première fois, que l'on a tout reconstruit avec quelqu'un, que des liens se sont créés entre tous les membres de cette recomposition familiale, adultes comme enfants, et que l'on se dit que l'on ne peut pas encore imposer une séparation à ses enfants, que cette fois ça doit marcher à tout prix. Cette histoire, c'est l'histoire de Manon, si lumineuse et forte. Alors comment tient-on quand notre maison devient non plus un lieu de paix et de sécurité, mais l'endroit où l'on est confronté au mépris et aux agressions psychologiques comme physiques? Quand tout devient prétexte à un déchaînement de violence, comment parvient-on à mener à bien une grossesse, à préserver son rôle de mère et de belle-mère? Et où trouve-t-on la force de faire des allers-retours d'abord, et puis de partir définitivement un jour? Et surtout, comment on vit après ça? Comment on s'en relève?
C'est ce que nous raconte Manon dans cet épisode que je vous propose en 2 parties. Dans cette première partie, Manon vous raconte la genèse de cette histoire et puis la façon dont, petit à petit, tout bascule, jusqu'à ce jour où les amis de Manon comprennent. Dans la seconde partie, diffusée lundi prochain, vous comprendrez comment partir n'a pas été si facile. Vous entendrez les allers-retours faits par Manon, et puis le départ, pour de bon cette fois, et la vie et le bonheur d'après. Merci infiniment Manon pour la confiance. Bonne écoute. Salut Manon, merci beaucoup d'être à mon micro aujourd'hui. Est-ce que pour commencer, tu peux me dire ce que tu fais dans la vie et de qui est composée ta famille, s'il te plaît? Donc je suis Manon, dans la vie je suis cadre dans la fonction publique et ma famille elle est composée de mes enfants, donc Inès qui a 5 ans, Zéphyr qui a 2 ans et demi et un petit bébé étoile qui est né entre les deux. Ok, et est-ce que pour commencer, t'es ok de nous raconter un peu l'histoire avec le papa de tes enfants dont tu es donc divorcée aujourd'hui, c'est ça? Alors qui est le papa de ma première fille, puisqu'en fait mes enfants ont 2 pères différents. J'ai été mariée 2 fois. Ok, alors comment tu veux faire? On commence peut-être chronologiquement et tu nous racontes l'histoire avec le papa de ton aîné. Le papa d'Inès, on s'est rencontrés, on avait 19 ans, sur une troupe de théâtre en fait. On faisait du théâtre tous les 2 ensemble. On a commencé une vie de couple comme des étudiants en fait. Et on s'est mariés, on avait donc 23 ans. Et sur la fin de mes études, on a décidé donc après le mariage d'avoir un bébé. Et donc Inès est née en 2019. Donc c'était un bébé voulu, très attendu, mais qui a entraîné en fait le classique baby clash post-naissance, puisque c'est un bébé qui était malade. Donc moi j'ai fait une dépression postpartum. Je prenais aussi mon premier poste à la suite de sa naissance. On déménageait aussi pour que je prenne ce poste. Et en fait, tout s'est enchaîné et on s'est retrouvés au bout de quelques mois à se dire qu'en fait, on vivait littéralement comme des colocataires avec une fille en commun. Et donc, on a pris la décision de pas insister, on va dire, dans la relation, pas envenimer les choses et pas en fait se mettre à se disputer à longueur de temps devant notre fille et de se séparer à ce moment-là. Donc elle avait à peu près 9 mois quand on a acté une séparation. Et donc il est resté un petit peu à la maison qu'on avait en location le temps de pouvoir se retourner. Donc en fait, dès le départ, on s'arrangeait pour garder Inès à tour de rôle, en fonction de nos horaires de travail, en fonction de nos besoins du week-end. Donc c'était assez pratique, c'est vrai, au départ, d'être sous le même toit. Sauf que moi, j'ai commencé à vouloir forcément rencontrer d'autres personnes, puisque j'avais encore 25 ans. Et donc, j'ai commencé à me mettre sur des applications de rencontres avec une copine pour commencer à sortir. Donc, les premiers tests n'ont pas été très concluants parce que 25 ans, un enfant, ça fait toujours bien peur. Et moi, j'étais pas du genre à le cacher. C'est vrai que là, pour le coup, ma fille, c'était une vraie fierté. Dès le départ, dans les conversations avec les hommes que je rencontrais, ça venait sur la table. Je voulais pas le cacher, je voulais pas que ça crée un malaise a posteriori ou en fait me faire jeter sur un rendez-vous physique. Je préférais le dire cash dès le départ. Et du coup, c'est sûr que ça en a fait fuir un sacré paquet. Ouais, tu l'as senti? Il te le disait ou c'est que après avoir dit que t'avais un enfant, t'avais plus de nouvelles? Il y a l'ignorance, il y a plus de messages après. Après voilà, parce que je cherchais aussi dans une tranche d'âge qui était la mienne, donc entre 20 et 30 ans. Et entre 20 et 30 ans, la plupart des garçons voulaient pas devenir beau-père direct, et ce que je comprenais parfaitement. Donc j'ai agrandi un petit peu la tranche d'âge et très rapidement, j'ai rencontré donc sur une application, l'homme qui deviendra mon deuxième mari, donc qui était plus âgé que moi, qui a 10 ans de différence, et qui lui avait déjà une fille. Ok, donc il avait 35 ans Ouais, il avait 35 ans à l'époque, et déjà une fille qui était beaucoup plus grande que la mienne, qui avait 6 ans. D'accord. Donc elles avaient toutes les deux 5 ans d'écart. Si on remet le contexte, en fait, je l'ai rencontré 3 semaines avant le confinement de 2020, pour donner une idée de la suite. Donc ça joue complètement, puisqu'en fait, on se rencontre très vite, ça se passe très bien. Moi, il s'avère que le premier week-end où je le rencontre, il a sa fille, puisqu'il a sa fille en garde alternée un week-end sur 2. Donc je rencontre sa fille, que je trouve adorable, avec qui je m'entends bien. Attends, tu le rencontres lui en même temps que sa fille pour la première fois? Ouais, je le rencontre chez lui. Alors c'est particulier, mais sur le moment, ça me choque pas quand il me propose de venir directement chez lui. Donc moi, je suis un peu naïve comme fille, hein, on va on va en parler. Je fais assez vite confiance.
Ouais, OK, mais est-ce que avant d'aller quand même chez lui, tu vois, il y a des échanges pendant combien de temps? Tu sens quand même un vrai crush, par rapport justement aux histoires que tu racontes avant qui étaient pas hyper, intéressantes et tout? Tu vois comment tu sens que là, il peut y avoir autre chose et que tu as envie, de lui faire confiance justement? On a parlé 3 jours avant de se rencontrer et oui, il y a un vrai crush parce qu'en fait, je me retrouve face à quelqu'un de très, très intelligent et moi, c'est vraiment quelque chose qui me manquait, dans ma vie. Non pas que mon ex-mari, soit bête ou même mes amis, hein, mais là, j'ai vraiment quelqu'un en face de moi qui, sait beaucoup de choses, qui fait énormément de choses, qui a des capacités dans beaucoup de choses, quoi. Il fait du dessin, de la musique, il s'y connaît en politique, en économie, enfin voilà, on peut discuter d'absolument tout et moi qui, suis du même genre, c'est vrai que je me régale à discuter avec lui et dans tous les cas, je me dis même si ça suit pas sur une relation de couple, c'est quand même quelqu'un de vachement intéressant avec qui j'aurais envie de parler. Donc quand il me propose de venir, je me pose pas vraiment la question, j'y vais et il s'avère que c'est le moment où il a sa fille, donc je rencontre sa fille et je pense que ça m'aide aussi que sa fille soit là parce que ça me permet d'être aussi un petit peu focus, sur elle, parce que j'étais assez timide moi, du coup, comme j'ai été en couple à 19 ans, j'ai pas de recul, sur les rencarts. Heu, donc heu, donc voilà, c'est plus facile, je joue avec elle, je prends aussi la température de comment il gère sa fille. Parce que je me dis: «Bah, moi, j'en ai une» et en fait, je peux pas du tout me permettre, de me retrouver en couple avec quelqu'un qui sait pas gérer un enfant. Surtout que moi, c'était vraiment un bébé donc pour le coup, il était nécessaire que de vérifier que ça matchait et bah, ce week-end-là, il s'en occupe bien donc c'est cool. Donc je sors de là, voilà, gros coup de cœur et je me dis: «Ben, ça peut le faire» et assez rapidement, en fait, c'est lui qui vient chez moi et il s'avère que ma fille est là à ce moment-là, donc il rencontre ma fille aussi et donc on se voit 4 fois en 3 semaines et ensuite le confinement arrive et on décide, de se confiner ensemble parce qu'en fait, on part du principe, toujours très naïve, hein, comme d'habitude, que ça va durer 2 semaines. Quand, on nous annonce le confinement, on nous dit: «Ça va durer 2 semaines». Bon, bah, très bien, 2 semaines, c'est des vacances. Ouais, ouais, mais bon, personne s'attendait à mon avis à ce que ça dure autant. Enfin, c'est pas ça a pas forcément été de la naïveté de ta part. Voilà et du coup, ben, on se dit, bah, lui à ce moment-là avait repris des études, donc il étudiait depuis son domicile. Donc il vient, s'installer chez moi avec, sa guitare, son sac et il débarque le premier jour du confinement. Avec sa fille, ou lui, il avait sa fille, sous quel, c'était quoi le mode de garde? Alors non, sans sa fille. Lui, il était un week-end sur 2 avec sa fille, donc il vient sans sa fille et il s'avère que, toute la période du confinement, il ne verra pas sa fille puisque son ex-femme ne veut pas, qu'il y ait de déplacement et elle habite, sacrément loin puisqu'elle était à 2 heures de chez moi, son ex-femme. Donc du coup, il ne la verra pas et moi non plus je la verrai pas sur cette période. Et moi par contre, se décide puisque à l'époque mon 1er mari vivait encore, à la maison, que lui il va partir, qu'il va aller s'installer, chez son père et qui va embarquer, la plupart du temps notre fille puisqu'en fait moi je continue à travailler. Moi je fais partie des emplois qui n'ont pas arrêté d'aller travailler donc j'étais confinée mais que, matin et soir et donc il prend ma fille et je la récupère, je fais les allers-retours, de temps en temps pour aller la chercher pour le week-end, pour une journée, voilà. On s'arrange comme ça entre nous. Faut savoir qu'on s'entend très, très bien avec mon premier mari, même au moment de notre séparation, le problème est pas de pas s'entendre, le problème est qu'on sent qu'on n'a plus de sentiments amoureux et que, voilà, on veut pas, entre guillemets «se gâcher» et gâcher l'estime qu'on a l'un pour l'autre, en se forçant à rester un couple, amoureux. Donc on décide de rester un couple parental, mais pas amoureux et donc on reste, littéralement des amis et à l'heure actuelle, on est toujours de très, très bons amis. Mais je trouve que c'est hyper fort de faire ça. On en a déjà parlé dans le podcast. En fait, c'est un peu, j'ai l'impression, l'idée de se séparer avant de se détester, quoi. Et c'est Mmh. fort, je trouve, de savoir faire ça, en fait. Parce que tu peux toujours te dire, bah attends, on s'entend bien, je sais ce que je vais perdre, mais je sais pas ce que je vais trouver. Donc je trouve que c'est fort de prendre la décision de se séparer alors que quand même ça va bien, quoi, tu vois. Beh, c'était important pour moi, je pense, parce que j'ai grandi donc avec des parents qui ont divorcé, j'avais 5 ans et en fait, mes parents, se disputaient. Bon, on était dans un contexte aussi de violence, conjugale et quand mes parents ont divorcé, ils continuaient à s'engueuler tout le temps. Moi, je me souviens, on vivait au 2e étage d'un immeuble avec ma maman et ils s'engueulaient à travers l'interphone et en tant qu'enfant, c'était insupportable. En fait, on se retrouvait au milieu de leur guerre tout le temps et je voulais absolument pas faire subir ça à ma fille. Donc c'est vrai que très vite, je me suis dit: «On peut pas laisser les choses partir en cacahuètes» et donc on stoppe
la relation et on maintient une relation, voilà, amicale et on discute, on dialogue, voilà, on a un système de garde puisque quand on a divorcé, on a fait une convention de divorce, mais qu'on ne respecte pas. C'est un bout de papier et tant que ça se passe bien entre nous, ça reste un bout de papier et on adapte notre garde en fonction des besoins du moment, en fonction du travail de chacun, en fonction des semaines s'il y a besoin. Et ça fonctionne très, très bien comme ça. On se voit régulièrement, on fait toujours des repas entre amis. Donc du coup, ma fille a l'occasion de passer des journées avec ses 2 parents en même temps et ça pose aucun problème et c'est vraiment chouette parce que je pense que pour elle, c'est vraiment un plus et au final, on s'aperçoit maintenant qu'elle a 5 ans et demi, elle nous a jamais, demandé de nous mettre ensemble. Alors que j'ai vu beaucoup d'enfants, de parents divorcés qui ont tendance à vouloir que leurs parents se remettent ensemble. Nous, elle en voit pas l'intérêt parce qu'en fait, elle nous dit: «Bah, c'est pas grave, moi je vous vois, ensemble, souvent» et c'est le cas puisqu'on doit se voir, tous les 3, une fois toutes les 2 semaines, je pense. Ouais, c'est chouette. Donc c'est assez intéressant, mais je comprends aussi que ce soit pas possible pour tous les couples qui se séparent. Mais le moment, juste pour revenir sur ce premier couple-là, le moment où vous vous séparez, où vous en parlez, t'as l'impression que vous êtes vraiment tous les deux sur la même longueur d'onde parce que des fois on dit, tu sais, séparation d'un commun accord, mais en fait c'est toujours un peu plus l'un que l'autre. Alors que là, quand tu le racontes, j'ai l'impression qu'en effet il y a aucune rancœur et que tous les deux, un jour en fait vous vous dites tiens, ça roule plus trop, on est plus amis qu'autre chose, donc on va se séparer. Et l'autre dit oui, ok. Enfin, tu vois, à quel moment vous avez cette discussion-là? Est-ce que ça met quand même un peu de temps ou qui en parle en premier et comment vous arrivez à être si raccord et qu'il n'y en ait pas un qui dise bah non, tiens, on pourrait essayer encore un peu ou Cette discussion-là, c'est moi qui la mets sur la table, parce que sincèrement à l'époque, je suis extrêmement fatiguée, je gère beaucoup de choses et donc à cette période-là, je vois mon couple en fait, à la dérive complètement et je me dis: «Il faut qu'on en parle» et j'en parle pas la première fois en me disant: «On va se séparer». J'en parle en me disant: «Il faut qu'on trouve des solutions». Mais on trouve pas les solutions qu'il faut, on n'arrive pas en fait, à aller de l'avant sur ce qu'il faudrait mettre en place et donc c'est moi qui acte vraiment une séparation et je sais que lui a mis beaucoup de temps à l'accepter en tant que tel, mais le truc c'est que c'est un mec hyper gentil, hyper réglo, hyper respectueux et en fait, il accepte. ouais, ok. Il voit que de toute manière, la situation, et ben, elle fonctionne mieux comme ça, qu'on n'a plus de disputes, que, on est mieux par rapport à la petite et donc je pense qu'il accepte tout simplement ce qui se passe et puis, bah, chacun part faire sa vie, voilà. Mais non, oui, je pense que lui aurait voulu qu'on essaye plus longtemps. Ouais, d'accord, ok. Et du coup, ouais, tu peux revenir sur ta deuxième histoire. Donc, on en était, vous vous confinez ensemble. Ouais, donc début confinement, 2020, le confinement. Donc là, je me retrouve avec, quelqu'un que je connais depuis 3 semaines, confiné chez moi. Mais quand même, pardon, mais tu te dis quoi là? Parce que tu te le dis quand même sur le moment que c'est quand même, tu vois, rapide et tout, mais t'es hyper in love ou t'es dans un truc, on verra? Je suis très, très amoureuse. Vraiment, c'est quelqu'un et toutes les années qui vont suivre, ce sera comme ça. C'est quelqu'un qui a une capacité à me mettre dans un état, de lune de miel, mais absolu. Hmm. Il y a des périodes comme ça, c'est un bonheur incroyable. Tout y est, il est, romantique, on a des discussions hyper profondes, on découvre plein de choses, enfin voilà, il me fait découvrir par exemple beaucoup sur le cinéma parce que moi j'y connais rien, il est très, très branché cinéma, donc on regarde plein de films, on fait des grandes balades, on parle de grands projets. Enfin voilà, c'est période lune de miel et clairement le début de notre relation, on a eu une mais terrible, alors comme tous les couples, mais version plus quoi et donc j'ai aucune peur à ce moment-là. Je me dis: «Waouh, j'ai des étoiles plein les yeux». Il est excellent avec ma fille. C'est vraiment, moi je suis choquée, je m'attendais pas à ça, il s'en occupe comme si c'était la sienne, il est adorable avec elle. Hmm. Donc bon, bah, c'est parti quoi, je me pose pas de questions Ouais, tout est parfait, quoi. Hmm. et je commence à m'en poser, je dirais au bout d'1 mois de confinement où il y a un truc qui le dérange, je saurais même plus dire quoi. Et il ne m'adresse pas la parole pendant 3 jours. Alors littéralement, hein. C'est très bizarre, hein. C'est comme les enfants là quand ils se mettent à bouder, mais sauf que c'est un adulte qui Hmm. ne répond même pas à des questions, Hmm. simples du style: «Tu veux manger?» Ouais, il t'ignore, heu, quoi. il m'ignore, mais complètement.
Et juste, on le rappelle, parce qu'il y a quand même une échelle, peut-être tu la connais, tu sais, l'échelle de la violence. Ouais, Et ça, c'est les premiers steps de la violence psychologique. exactement, voilà. Sauf qu'à ce stade-là, je pense que j'ai fait un truc, affreux. J'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais je me dis: «Bon, j'ai dû faire quelque chose qui va pas» et je crois que d'ailleurs je ne saurais jamais vraiment ce qui ne va pas, puisqu'au bout de 3 jours, il sort de son mutisme. Ça repart comme si de rien n'était. Puis ça revient une autre fois, puis commence à y avoir des disputes. Alors on met ça sur le compte du confinement. On se dit: «Bon, quand même, enfin on s'est retrouvés l'un sur l'autre, du jour au lendemain, on peut pas sortir, on peut pas aller faire des courses, on fait 1 kilomètre de balade, enfin c'est lourd, ça doit être pour ça quoi et ça ira mieux quand on sortira de ce truc-là». On sort de ce truc-là, donc c'est mai. Le jour où le confinement se termine, on est en plein milieu d'une dispute et je décide de partir voir des copines. Je me dis: «Bon, bah, c'est bon maintenant qu'on est libre», et donc je pars la journée voir des copines. Je me régale, ça me sort vraiment, la tête de tout ça et quand je rentre à la maison, la première chose qui se passe, c'est qu'il m'attrape, il me plaque contre un mur. Donc il me prend par le cou, il me plaque contre un mur et il me dit: «Tu as plus jamais intérêt à recommencer» et ce truc-là, je vais le faire un déni complet pendant des années. Parce qu'en fait, je ne veux pas croire que c'est arrivé. Je ne veux pas croire qu'on est monté comme ça direct au bout de 2 mois et demi de relation à ce niveau-là et c'est terrible parce qu'en fait, dans la foulée, enfin à cette période-là, on a un accident de contraception puisque moi je suis pas sous j'ai pas repris de contraception, orale ou, stérilée. On n'utilise que des préservatifs. On a un accident. Tout bêtement, je me dis: «Bon, on verra, ça va» et en fait ça va pas. 2 semaines, après, je découvre que je suis enceinte. McCrispy strips are now at McDonald's. I hope you're ready for the most dippable chicken in McDonald's history. Dip it in all the sauces. Dip it in that hot sauce in your bag. Dip it in your McFlurry. Your dip is your business. McCrispy strips at McDonald's. Make your next move with American Express Business Platinum. Enjoy complimentary access to the American Express Global Lounge Collection. And with a welcome offer of 150,000 points after you spend $20,000 on purchases on the card within your first 3 months of membership, your business can soar to new heights. Terms apply. Learn more at americanexpress.com/business-platinum. Amex Business Platinum. Built for business by American Express. Mmh. Là, c'est dur parce que les phases, on alterne déjà vachement bien les phases de lune de miel et de dispute ou d'ignorance, et je découvre que je suis enceinte. C'est un bébé que je n'envisage pas, pour lequel je n'envisage pas d'avorter du tout. Parce que c'est compliqué. Je voulais un deuxième enfant. Moi, j'ai grandi avec une petite sœur, on n'a qu'1 an d'écart et j'avais toujours voulu un petit frère ou une petite sœur pour Inès, mais comme, voilà, ça a pas marché avec son père, on a laissé tomber le projet et donc je me dis: «Bon, bah, tant pis. Oui, c'est tôt, oui, c'est compliqué, mais ce bébé, il a rien demandé, donc j'y vais, on le garde» et puis, tout continue, comme si de rien. Mais lui, il dit quoi sur ce bébé? Il dit OK aussi. Au début, il fait un peu la tête, parce que c'est tôt, mais je le comprends. Mais pareil, il voulait d'autres enfants, on en avait parlé d'ailleurs, assez tôt dans la relation et donc il dit: «Bah, si tu te sens, on y va» et donc on y va. C'est compliqué parce que, bah, en fait, le monde entier, me crie d'avorter, hein, littéralement. Par rapport à quoi? Parce qu'ils savent que ça se passe pas bien entre vous Non, et parce que c'est tôt. OK. Parce que c'est tôt dans la relation et ça je peux le comprendre, hein. Je pense qu'une amie viendrait me voir en me disant, «Je suis enceinte du gars que je connais depuis 3 mois», je lui dirais: «Ouh là, tu es sûre?» Non, parce qu'en fait, je ne parle pas des problèmes. Alors là, pour le coup, il y a, rien qui n'est su et ça va durer des années. Aucune de nos disputes ne fuite, ni chez mes amis, ni dans ma famille. Personne ne sait rien. Mmh. Aux yeux du monde, on est un couple, parfait pour qui ça se passe très bien. OK. Et donc cette grossesse, elle se passe pas bien pour le coup. Moi j'ai donc déjà je fais de l'hyper-MS gravidique, donc je l'avais déjà fait pour ma fille. Je recommence, donc je vomis, non-stop, au moins les 3 premiers mois. Je fais une sciatique qui me cloue au lit, pendant des semaines et ça se termine, donc en septembre, donc à 3 mois et demi de grossesse où en fait, j'ai des pertes et on mettra 1 mois à s'apercevoir qu'en fait c'est du liquide amniotique et donc j'ai rompu la poche des os exactement à 19 semaines d'aménorrhée, ce qui est, une rarissime et donc je donnerai naissance à notre petit garçon, donc notre premier petit garçon un petit peu avant 5 mois de grossesse
Donc forcément, c'est un bébé où on me prévient directement qu'il ne sera pas pris en charge pour les soins et qui n'aura vécu qu'un quart d'heure. Oh là là. Donc et en parallèle, en fait, tout a continué, c'est-à-dire qu'il va se passer 2-3 semaines de pur bonheur, quoi, littéralement. Voilà, il est adorable, il fait tout, il m'aide, il m'amène, en balade. Enfin voilà, tout est parfait, parfait, parfait. Et puis d'un coup, il y a un truc qui va pas et il pète un câble. Pas forcément de violence physique, sur cette période-là, ça recommence pas encore. Mais en tout cas, psychologiquement, je me sens, pas bien parce qu'en fait, je le sens instable et que j'ai très souvent, en fait, peur de parler, peur de dire ce que je pense, peur de faire quelque chose qui ne me convienne pas, parce que je sais que ça peut le mettre dans des états complètement fous. Et bon, et je tiens le coup parce que je me dis en fait, je trouve des excuses. Je me rends compte à posteriori que je suis bête, mais je trouve toujours des excuses. Oui, il y a le confinement, oui, c'est pas évident, il est pas chez lui, oui, ça fait un moment qu'il a pas vu sa fille. Enfin voilà, il y a toujours un truc, qui fait que, je me dis: «Ça ira mieux. Un jour, ça ira mieux». Et puis, bah, voilà, de toute façon, entre 2 phases, il s'excuse et il devient tout mignon, tout mielleux et entre guillemets, «j'y vois que du feu», quoi. Mmh. Et puis quand on perd notre fils, moi je suis, dévastée. Je suis dans un état, catastrophique. J'ai beaucoup de mal à m'occuper de ma fille, donc il prend beaucoup le relais avec Inès. Je passe, 2 mois littéralement à faire des puzzles enfermée dans une pièce, hein, parce que mon cerveau est incapable de penser à quoi que ce soit. Mmh. Et la seule autre personne qui soit là, qui soit stable dans ma vie, après ça, et ben, c'est lui. Et donc il est inenvisageable à ce moment-là de le quitter ou qu'il me quitte. Voilà, pour moi, il est là, on va traverser ça et on aura même notre enfant et puis ça va le faire, quoi. Toujours le déni, hein, c'est tout le concept de l'emprise et ça, on l'apprend plus tard, Mmh. c'est que, on y croit. La personne en face est vraiment porteuse d'espoir sur la relation et donc on se met à y croire aussi, et on voit pas tout le mal qu'on s'inflige pour entrer dans cette relation-là. Et en fait, je vais retomber enceinte, assez vite puisque 2 mois et demi après, je tombe enceinte donc de notre deuxième petit garçon, Zéphyr, qui, naîtra en fait, 1 an après son frère. OK, et comment il est à ce moment-là, quand vous apprenez cette grossesse, puis après, au moment de la naissance? Alors la grossesse, il est content puisqu'en fait on la voulait. Heu, c'est ça qui est très étrange avec le deuil périnatal, c'est qu'il a beau être très violent, une des premières choses, que beaucoup de parents pensent, même si ça peut paraître choquant, c'est, «Il faut qu'on en refasse un autre». Mmh. Ouais, pour réparer en quelque Ouais, sorte, ouais, ouais. pas pour remplacer, parce que moi j'ai Mmh. jamais confondu mes 2 fils, mais vraiment pour réparer et pour se dire: «J'en suis capable». Moi, il y Mmh. avait vraiment ce truc-là de me dire: «Je suis capable d'avoir un autre enfant et c'est pas, ma maternité ne se terminera pas comme ça». Mmh. Donc du coup, on lance ça et en fait, on est content. Alors moi, je mets du temps à l'accepter, hein. J'avais beau vouloir un autre, quand je suis enceinte, ça me prend plusieurs semaines de suivi psychologique pour accepter le fait d'être enceinte, hein, donc c'est assez compliqué. Lui, ça va, parce qu'il voilà, il se doutait que ça allait venir et puis il est assez content et en parallèle de ce truc-là, il m'avait déjà dit qu'il voulait qu'on achète. Moi, j'étais en location, en fait, on vivait dans ma maison en location et je sais pas pourquoi, à cette période-là, il veut absolument acheter. Ça devient, entre guillemets, «une obsession». Il faut qu'on trouve une maison et qu'on achète. Bon, pourquoi pas et on trouve une maison, en pierre qui est, il y a 4 murs, des fenêtres. Shopping is hard, right? But I found a better way. Stitch Fix online personal styling makes it easy. I just give my stylist my size, style, and budget preferences. I order boxes when I want and how I want. No subscription required. And he sends just for me pieces, plus outfit recommendations and styling tips. I keep what works and send back the rest. It's so easy. Make style easy. Get started today at stitchfix.com/Spotify. That's stitchfix.com/Spotify. Home means something different to everyone. But with Rocket Mortgage, home can mean even more. It can mean a college education, taming your high-interest debt, even a renovation. We've made it easier than ever to use your home equity. That home you worked so hard for, now it can work hard for you. Call 800-4ROCKET or visit rocket.com to find out more. Rocket Mortgage, LLC, licensed in all 50 states, NMLS ConsumerAccess.org, number 3030. Toi
et rien à l'intérieur. Pas d'eau, pas d'électricité, pas de sol. C'est sur plusieurs étages et il y a même pas le sol, juste les poutres. Et donc, on a un coup de cœur parce que cette maison, elle est magnifique. Mais il y a beaucoup de travaux, hein. Il y a clairement plus d'1 an de travaux dedans. On la visite une première fois avant que je sache pour la grossesse de Zéphyr. On la revisite quand je suis enceinte et on finit par l'acheter. Donc, il veut l'acheter, il veut la retaper. Il veut la retaper. Lui, il bosse lui ou pas? Il finit ses études à ce moment-là à peu près, parce qu'il avait repris, des études. Donc il finit à ce moment-là et il se dit: «Bah, je vais pas me lancer tout de suite. J'ai encore du chômage, donc je vais passer 1 an à retaper la maison». OK. Alors moi je suis pas complètement d'accord, hein. Moi j'avoue qu'à cette période-là, je me dis: «On va dans les emmerdes, retaper une maison, c'est quand même beaucoup de fatigue». Ouais, puis c'est un vrai métier. Enfin, c'est plusieurs vrais métiers d'ailleurs. Donc je sais pas du tout s'il C'est a les ça. compétences, mais c'est vrai que si en plus tu dis il y avait que 4 murs, un toit, ouais, il y a du boulot quoi. Ah oui, il y avait beaucoup, beaucoup de travail. C'est pas refaire un sol ou un coup de peinture quoi, c'est ouais. C'est ça. Il y avait du gros œuvre à faire, il y avait tout, tout. Il fallait apprendre Mmh. à faire l'électricité, la plomberie. Ça s'invente pas quoi, mais il y tient. Vraiment, j'essaie d'insister, puis en fait, je crée des scandales et des disputes, donc je me dis: «Bon, je vais arrêter d'insister, il veut le faire, il le fait, quoi». Heu, mais bah, effectivement, ça ne fait qu'empirer la situation, vraiment. Lui, il est toute la journée sur le chantier, il rentre, il est crevé, donc s le moindre truc, ça part en cacahuète. Là, on reprend une certaine forme de violence, voire même, je crois que les derniers faits de violence, je devais être à 7 mois et demi de grossesse, quelque chose comme ça. Mmh. Et puis moi, je me fatigue, je m'épuise littéralement parce qu'en fait, il fait pas tout. Donc je me retrouve à faire l'électricité, la plomberie. Donc à 8 mois de grossesse, je suis à 4 pattes dans la cuisine en train de faire, de la plomberie. C'est une grossesse qui se passe bien, heureusement, mais qui est compliquée, on va dire mentalement, vraiment. Et puis le petit-né, Zéphyr, c'est un bébé, qui est très calme, mais ça reste un nourrisson. Et donc c'est un nourrisson qui, typiquement, pleure la nuit. Donc comme lui, il veut pas s'en occuper, il déménage, dans le salon. J Il m'apporte pas de relais sur les nuits, pas de relais sur la journée puisqu'il est pas là. Et les moindres relais qu'il m'apporte, je m'aperçois que ça se passe pas bien. Et là, je tombe des nues parce qu'en fait, quand il s'occupait de ma fille, au tout départ, donc d'Inès, elle avait un peu plus d'1 an et ça se passait très bien. Et je me rends compte qu'avec son fils, le courant passe pas et que soit il l'ignore, soit quand il veut s'en occuper, c'est dur quoi, c'est presque de la méchanceté, je dirais, parce que, notamment Zéphyr, il n'arrive pas à déglutir. Donc quand on lui donne le biberon, il y a une grosse partie qui coule et lui, ça le rend fou. Donc le petit se met à hurler, à pleurer, ça le rend encore plus dingue, donc il lui met le bibi de force dans la bouche. Enfin bon, c'est des épisodes où moi j'ai beaucoup de mal en tant que maman à vivre ça et je peux pas m'interposer entre lui et mon fils parce que si je m'interpose, c'est moi qui prends. Il devient méchant avec moi et donc voilà, je suis coincée dans ce truc-là. Et juste, pardon, vos filles dans ce contexte un peu d'alternance, violence, lune de miel et tout, est-ce qu'elles assistent, tu vois, à des disputes, à des violences? Ouais, alors ça a été pareil, évolutif. Parce qu'en fait, au tout départ, il fait en sorte que, ça ne se passe jamais quand ma fille est là. Donc moi, j'ai ma fille, selon les périodes, à mi-temps ou en garde, pas exclusive, mais son père la prend que les week-ends quand, il travaille en semaine avec des horaires décalés. Et donc, très souvent, quand ma fille est là, ça se passe bien. D'accord. Donc au départ, enfin, elle est pas témoin de ça. Par contre, plus ça va aller, plus en fait la fréquence des disputes et des violences va devenir importante et en fait, il a plus trop le choix que ça se passe quand ma fille est là. Donc souvent, bah, je la mets dans sa chambre en sécurité, sauf qu'il arrive, très régulièrement, que pour me Mmh. protéger moi, je finisse par, aller dans la chambre, de ma fille et je passe des nuits entières avec elle dans son lit ou par terre devant son lit et ça, elle le sait, elle le sent. Hem, Mmh. elle parle pas de ce truc-là, mais maintenant qu'elle a 5 ans, elle en reparle et ça l'a marquée, parce qu'elle savait que je venais, m'enfermer dans sa chambre parce que c'est le seul endroit où il ne venait pas de force. Si je m'enfermais dans une autre pièce, il avait tendance à vouloir démonter la porte et la chambre des enfants, c'était devenu ma pièce de sécurité. Puisque là, je m'assurais qu'il ne ferait rien. Il hurlait même pas devant la porte parce que, il voulait pas qu'elle ait conscience de ce qui se passait, sauf qu'il oubliait Mmh. qu'avant ça, elle avait entendu hurler et que du coup, elle était complètement consciente de ce qui était en train de se passer. Et sa fille à lui, il avait, des filtres un peu devant elle aussi ou? Et toi, tu avais quel rapport d'ailleurs avec elle?
Ouais, on va y venir. Mmh. Donc sa fille, c'est compliqué. Elle a un rapport très compliqué avec son père. Déjà, elle le voit pas beaucoup et ensuite, lui est vraiment pas tendre avec elle et en fait, ce qui se passe, c'est que la première fois après le confinement où on la récupère pour un week-end, on part à la mer ce week-end-là et moi, le souvenir que j'en ai, c'est qu'à un moment dans la voiture, elle arrête pas de demander: «Quand est-ce qu'on arrive? Quand est-ce qu'on arrive?» et lui, ça le gonfle et d'un coup, il lui dit, «Bon, ça suffit maintenant, tu sinon je t'en colle une» et moi, je reste assise sur le siège passager, tremblante, Mmh. à me dire: «Non, il vient pas de lui parler sur ce ton, il vient pas de lui dire ça quand même». Puis en plus il était très sérieux, hein, c'est pas Mmh. la menace en l'air, j'ai bien senti que là, pour le coup, il était sérieux et donc je sais pas comment réagir et il voit bien que ça va pas, hein. Il voit que je tremble, que je le regarde plus dans les yeux et donc il insiste pour que je lui dise ce que j'en pense et quand je lui dis ce que j'en pense, je me fais presque engueuler moi et à partir de là, et ben, j'essaie de ne plus voir ce qui se passe et c'est horrible parce qu'elle a rien demandé cette petite fille, Mmh. mais quand il devient méchant, voire même, on va dire, violent parce que c'est le terme, hein, c'est Mmh. de la violence Mmh. éducative ordinaire, mais Bien il a sûr. tendance, par exemple, à lui taper sur les mains quand elle fait pas ce qu'il veut et ben, je ferme les yeux et c'est horrible mais je ferme les yeux parce que si je m'interpose, c'est moi qui prends et c'est compliqué et en fait, du coup, je me détache beaucoup de sa fille, qui pourtant était une gamine, au départ enfin voilà, que j'aimais bien, mais je me détache émotionnellement de cette petite fille parce que je veux pas, me retrouver au milieu et je sais pas comment la protéger et du coup, j'en deviens presque, moi, méchante avec. Parce qu'en fait, comme je dois suivre les règles édictées par son père, bah, je fais suivre ses règles aussi et avec le recul, je me dis: «J'ai vraiment pas géré du tout avec elle». J'étais pas voilà et puis après, c'était compliqué puisqu'elle était plus grande que Inès que du coup, elle avait tendance, c'était vraiment, fusionnel entre ces 2 petites filles, même 5 ans d'écart, direct, elles ont été très fusionnelles. Ouais. Sauf qu'elle lui faisait faire, des bêtises, elle la mettait en danger parfois et pour moi, c'était très difficile à vivre et en fait, assez vite, j'ai demandé à ce qu'on les ait moins ensemble, en fait. On alternait les week-ends Ah ouais, d'accord. parce que j'avais du mal à gérer ce truc-là. Je voulais pas que ça crée de problèmes et en même temps, je pouvais pas ne rien dire quand elle mettait ma fille en danger. Alors que c'était peut-être pas volontaire, enfin, j'arrivais pas à savoir si c'était volontaire ou pas, mais voilà, elle la faisait monter dans des endroits où elle avait pas le droit d'aller, où elle risquait de tomber, de se faire très mal. Elle lui faisait faire, sauter dans son lit et ça m'est arrivé une fois de voir ma fille retomber sur le dos, sur le sol, enfin Mmh. et c'est des trucs qui me rendaient assez vite dingue et il suffisait que j'en parle à son père et lui devenait complètement fou et il la traitait, tellement mal que du coup, c'était préférable, de plus les mettre ensemble. Et là, sa mère a elle et donc l'ex-femme ou je sais pas si c'était marié mais Ouais, de ton conjoint, enfin de ton mari, tu la connaissais? Tu avais eu des contacts non. avec elle ou pas du tout? Tu l'avais jamais vue? Alors je l'ai vue quand, il y avait des échanges d'enfants le vendredi soir ou le dimanche. J'ai jamais parlé avec elle, et surtout, il me l'a faite passer pour une dingue très vite. C'était vraiment, elle était horrible, elle avait rien dans la tête, elle avait des problèmes psy et puis, enfin voilà, tout y passait et donc, l'image que j'en avais, qui est certainement pas réelle, hein, mais l'image que j'en avais, elle était tellement mauvaise Mmh. que je savais pas du tout comment aborder cette personne-là. Mmh. Et donc, je me suis contentée d'être témoin de ça et vraiment je suis restée, témoin de ce truc-là très longtemps et une fois, il s'est montré violent envers ma fille, une seule fois et là par contre, il a jamais recommencé parce qu'en fait il lui a frappé sur la main et là j'ai explosé et je pense que j'ai jamais autant explosé, heu et j'ai dit: «Ça c'est intolérable», que c'était pas sa fille et que, s'il y avait besoin de mettre en place une punition, c'est moi qui gérais. Et donc il l'a jamais refait vis-à-vis de ma fille. Et comment ça évolue alors? Comment tu arrives à sortir de ce truc-là? Parce que vous restez ensemble combien de temps du coup? Alors on reste, ensemble donc les 3 premières années et en fait ça évolue de pire en pire. Moi psychologiquement je suis, une loque, vraiment une loque, hein. Je finis sous antidépresseurs, voire anxiolytiques. À chaque fois qu'il se met à enfin que je vois qu'il est en train de péter un câble, j'avale des anxiolytiques,
pour pas faire de crise d'angoisse, parce que sinon je fais des crises d'angoisse énormes, voire même devant les enfants, donc c'est une catastrophe. Mais j'en parle toujours à personne. Et en fait, ce qui va tout déclencher, c'est qu'il s'était démerdé pendant des années pour que j'ai pas de traces. Puisqu'il ne, il le dit de lui-même, hein, il ne frappait pas. Il mettait pas de coups de poing, il mettait pas de claques. Par contre, voilà, il tordait un bras, il me plaquait contre un mur, il me tirait les cheveux, mais tout ça, ça laisse pas de marque. Et un jour, pas de chance, il me laisse des grosses marques de doigts sur les bras. Et ce jour-là, je dois aller à une soirée avec des amis. Donc je pars à ma soirée et je crois que mon cerveau sait que c'est le bon moment et en fait, j'enlève mon pull. Et là, je vois la tête de tous mes amis qui ont les yeux braqués sur mes bras et qui comprennent. Qui comprennent qu'en fait, le fait que psychologiquement, je sois si fragile et complètement absente depuis des années, parce que c'est quand même des gens que je connais depuis 15 ans et qui ont bien vu qu'il y avait un problème, ça venait pas en tout cas pas pleinement, de ma fatigue de maman, de ma fatigue du boulot, de tout ça, mais qu'il y avait un problème dans mon couple et un vrai problème très sérieux. Et en fait, de là, tout s'est mis en branle. Les gens ont commencé à s'en mêler, les gens ont commencé à me pousser à voir la réalité des choses. À me dire aussi que, et ça j'avais besoin de l'entendre, que c'est pas parce que ça avait pas de conséquences visibles sur mes enfants que ça en aurait jamais, et que très certainement ça en avait déjà en fait, et ils avaient raison. Et que je pouvais pas, sous couvert du fait que c'était mon 2e mariage et qu'il fallait, que dans ma tête il fallait absolument que je tienne le choc parce que je pouvais pas refaire ça à mes enfants, je pouvais pas rester comme ça. Parce que ça, toi, tu te le disais, tu avais une espèce de culpabilité renforcée, tu penses, du fait de te dire j'ai foiré une 2e fois, quoi, et là, il faut absolument que ça marche. Donc, Ah ouais, moi, c'était un échec complet. J'allais reséparer mon fils de son père, donc voilà, et même ma fille, puisque ma fille, Inès, elle avait 1 an. Donc Inès, elle a toujours grandi avec lui. Elle l'appelle papa, ce qui est un truc qui était en accord, hein, d'ailleurs avec son père. Moi, j'étais pas pour qu'elle l'appelle comme ça, et quand elle a commencé à l'appeler comme ça, on a fait une grosse discussion avec le père d'Inès et le père de Zéphyr pour se mettre d'accord sur est-ce qu'elle a le droit ou pas de faire ça. Mais elle appelait les 2 papa, du coup ? Ouais, du coup, elle appelait les 2 papas. Voilà, donc c'était une figure de référence pour elle, et elle avait beau voir qu'il était pas cool avec maman, voire même qu'il était pas cool avec sa fille, qu'il pouvait se montrer vraiment méchant, qu'il pouvait crier. Ça restait une figure de référence. Les enfants à cet âge-là n'ont pas la capacité en fait d'arrêter d'aimer quelqu'un parce qu'il est méchant. Bien sûr. Elle l'aimait. Et c'était sa famille. Et donc pour moi, je me disais mais c'est pas vrai, je peux pas encore lui faire le coup en fait de la séparer de quelqu'un. Et puis j'avais tellement donné dans cette relation, tellement passé d'épreuves pour en arriver là. Et notamment, je pense beaucoup, à notre premier fils où envers et contre l'avis de tout le monde, j'avais mené cette grossesse et pour autant, elle s'était mal terminée. Pour moi, il y avait pas de j'avais pas le choix, quoi. Je devais rester là. Sauf qu'en fait, quand on me met en face de ma responsabilité de mère, purement de mère, là, je me dis, en fait, tant pis, quoi. Voilà, c'est la fin de la première partie de cet épisode. Je remercie encore infiniment Manon d'être venue à mon micro pour nous raconter son histoire. Histoire difficile, mais sujet dont il me semble essentiel de parler. N'hésitez pas à faire circuler cette première partie d'épisode autour de vous. Je vous dis à lundi prochain pour la suite. Et en attendant, let's go les Cool Step Families.